Les philosophes en entreprise, à quoi servent-ils? Ont-ils une utilité, ces philosophes? On va en parler évidemment avec eux dans quelques instants. Dans le Cercle RH, une émission que vous avez déjà vue et que nous rediffusons aujourd'hui. Vous allez le découvrir, eh bien, les philosophes ont une utilité. Ils nous apportent un autre regard, nous font faire tout simplement un pas de côté. Regardez cette émission, c'est le Cercle RH, autour de la philosophie en entreprise. La philosophie en entreprise, bah oui, on parle beaucoup de productivité, de gains de productivité, d'argent, de crise aussi, puisqu'on est dans la crise Covid. Mais à quoi peut donc servir un philosophe en entreprise? Il y en a de plus en plus, ils sont dans l'entreprise, ils viennent professer. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise? On va en parler avec eux. Peut-être une manière de penser l'entreprise autrement, ou alors les philosophes accompagnent le profit de l'entreprise, l'accompagnent dans son développement. Et la philosophie deviendrait donc un outil au service du profit. C'est peut-être pas ça la philosophie de ces salariés philosophes. On en parle avec nos invités. Luc de Brabander, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Alors vous avez écrit évidemment de nombreux livres. Vous êtes philosophe. Alors est-ce que je peux vous définir comme philosophe en entreprise ou pas? Oui, absolument. Ça vous convient comme titre? Absolument. Le dernier, c'est Petite philosophie des arguments fallacieux chez Erol. Oui. Donc là, il y a plein de choses passionnantes sur toutes ces espèces de lieux communs utilisés notamment par les managers, qui sont des évidences. Voilà, vous tordez le cou à tout cela, espèce d'endormeurs, de gens qui nous endorment. Et puis, vous avez aussi créé quelque chose de passionnant à travers les dessins. Racontez-nous avec les dessins animés. C'est quoi l'idée de ce projet? Disons, depuis toujours, je suis convaincu que la pensée fonctionne avec des images. Imagination, c'est pas un hasard. Et donc, j'ai une petite société qui s'appelle Cartoon Base qui essaye de dessiner la pensée. J'habite près de Lessines où est née Magritte. Et Magritte, il a un jour dit qu'il fallait dessiner la pensée. Ça m'a fort impressionné. Dessiner la pensée. Ouais, c'est lui, c'est pas moi. Oui. C'est génial. Thibaut Brière, vous êtes déjà venu et vous êtes philosophe en entreprise, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Donc là, on voit aussi dans votre intitulé, c'est intéressant, dans la façon dont vous présentez, il y a déjà la volonté pour vous de rendre les choses concrètes, plus concrètes. Vous êtes d'accord avec cette idée de passer du concept aussi à une forme plus réelle? Très clairement. Et moi, c'est la fonction que j'ai exercée, philosophe d'entreprise d'un groupe industriel pendant 7 ans. Et donc là, il s'agissait très clairement de rendre les choses concrètes, de faire le grand écart entre la théorie et la pratique. 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance. On est en plein dedans, alors qu'on va peut-être nous annoncer ce soir un confinement dégradé, puisqu'il faudra garder aussi nos enfants. Comment adapter mes processus? Comment faire évoluer des pratiques managériales? Et c'est sorti chez Erol. Donc vous avez le même éditeur. Je voudrais vous soumettre cette petite phrase, tiens, parce que ça c'est intéressant, on va faire de la philosophie, mais regardez ce qu'a dit le président Macron. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous philosophes. C'est ce qu'il a dit il y a quelques jours, avant qu'il nous parle aujourd'hui peut-être. Nous avons eu raison de ne pas reconfiner la France parce qu'il n'y a pas d'explosion qui était prévue par tous les modèles. Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec. Qu'est-ce que vous dit cette phrase, Luc de Brabander? Mais que diriger, c'est un métier qui est très spécifique parce qu'à un moment donné, il faut prendre sa responsabilité. Et je dis souvent, un dirigeant ne doit jamais hésiter, toujours douter. Donc, l'hésitation, c'est pas bon. Là, il n'hésite pas. Ah non, justement, je crois que c'est bien. Donc, il n'hésite pas parce qu'un dirigeant qui hésite, on va à gauche, à droite, non, c'est pas du tout bon, ni en entreprise, ni en politique. Mais par contre, il doit toujours douter. C'est-à-dire se rappeler, le doute c'est quoi? C'est se rappeler que tout est hypothèse et que s'il est possible pour lui de ne pas hésiter, c'est parce qu'un jour il a pris une hypothèse, il s'est dit je fonce là-dedans, mais peut-être que le moment est venu pour lui de douter. En philosophie, le doute est fondamental. Oui. Là, dans cette phrase assez terrible, il n'y a pas de remise en question. Il dit « je n'ai pas à me remettre en question ». C'est bien ou pas, ça, ce type de processus? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans l'entreprise qui disent et qui accusent leur patron, leur manager, de ne jamais se remettre en question. Même lorsqu'ils se trompent. C'est-à-dire qu'ils commettent une erreur, mais il n'y a jamais un moment donné où on pose le masque et on dit « écoute, voilà, là je me suis ramassé, c'était une erreur ». Quelque part, pour les collaborateurs, c'est aussi une manière de se dire « bah voilà, il a une forme d'humanité ». C'est quand même dangereux, ça. Même si, par ailleurs, il maintient le cap, effectivement. Oui, c'est toute la difficulté du dirigeant aussi, c'est d'être seul. La solitude du dirigeant dont on parle beaucoup, elle se traduit là-dedans. C'est-à-dire qu'il risque sans cesse de s'enfermer dans une détermination qui peut être juste, mais il doit toujours rester ouvert à la possibilité donc de se remettre en question. Et le grand risque du dirigeant, c'est l'arrogance. L'arrogance, étymologiquement, à regarder, c'est ne plus se remettre en question.
c'est ne plus se poser de questions. Vous dites pas que le président est arrogant ? Je vous vois venir. On peut en tout cas le... Vous n'osez pas le dire, mais vous le dites. Non, on peut. Là, en l'occurrence, je ne sais pas s'il estime, s'il est convaincu de ne pas avoir commis d'erreur, je veux dire, très bien. En revanche, il doit être... Est-ce qu'il va dans ce sens parce qu'il est entouré par des phénomènes de cour, et ça arrive très, très souvent, par des dirigeants qui du coup vont tous dans la même direction. Est-ce qu'il a autour de lui, par exemple, des conseillers capables de lui dire les choses, des philosophes, le parler vrai. Exactement, le parler vrai. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Ah oui, tout à fait. Un philosophe, il décale aussi la pensée. Ah oui, il a un privilège, c'est ce qu'on appelle le fou du roi, il a un privilège de remettre en question, je crois que, disons, dans les entreprises, il y a une partie chiffrée, ou la comptabilité, l'informatique. Et être rigoureux, bon, il suffit de le décider. Mais il y a toute la partie non chiffrée, non chiffrable, l'éthique, l'image de marque, la créativité, etc. Et là, je revois, beaucoup de patrons sont pris au dépourvu. Pour moi, la philosophie, c'est l'outil de la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Et c'est vrai pour le président de la République ou pour les patrons d'entreprise. Là, en l'occurrence, il a des chiffres. Il a des chiffres, c'est là où ça devient intéressant. Il a des tableaux de bord, et il doit quand même, malgré tout, de tout cela, en extraire quelque chose qui n'est pas du chiffre. Oui, mais c'est assez troublant. Contrairement à ce qu'on dit, les chiffres ne parlent jamais d'eux-mêmes. Nous faisons parler les chiffres. Ça, c'est l'ingénieur en mathématiques qui parle, parce que vous êtes philosophe, mais une grande partie de votre vie, ça a été de faire des maths. Comment on bascule là ? Comment on se dit, j'ai fait des maths, et puis après, je deviens un philosophe et je m'intéresse justement à l'entreprise. C'est une route presque logique, parce que Pythagore, il était philosophe mathématicien, Bertrand Russell, Descartes, les X, Y, on appelle ça les axes cartésiens. En fait, la séparation est assez récente. Pour moi, la philosophie, c'est le niveau suivant d'abstraction. C'est quand il n'y a plus de chiffres. Mais en fait, la démarche est la même, c'est la rigueur dans la pensée. Mais excusez-moi, je reviens à des choses très prosaïques. Quand vous entrez sur un parking, vous garez votre voiture, je ne sais pas si les philosophes ont une voiture ou un vélo ou leurs chaussures, mais en tout cas, ils rentrent dans une entreprise et ils sont face à des gens qui, eux, sont dans les chiffres, dans le marketing. Pas tous. Pas tous. Non, le DRH, le responsable de l'éthique, toute la vision d'entreprise. On parle beaucoup en France de raison d'être. On ne construit pas une raison d'être avec des chiffres. On construit ça avec son cœur, ses tripes. On ne construit pas ça avec des algorithmes. Et c'est là que le philosophe peut jouer un rôle clé. Je vous pose la question, puisque vous lancez le sujet des algorithmes. Est-ce qu'un philosophe, il a les muscles assez solides et les neurones assez forts pour lutter contre les algorithmes qui, sur ce plateau, sont partout ? C'est-à-dire qu'on a des dizaines d'invités qui viennent nous expliquer que c'est l'alpha et l'oméga de la vie, et même chez les DRH, aujourd'hui, il y a des algorithmes de recrutement. Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous leur dites, je vous accompagne à moins souffrir, ou je vous fais regarder votre système différemment ? C'est-à-dire, est-ce que vous accompagnez le développement économique d'une entreprise, ou vous êtes un peu des gens qui les empêchaient de tourner en rond ? Alors d'abord, en tout cas pour moi, pour ma part, pour ce qui est de ma pratique, je les aide à prendre conscience notamment de leur philosophie sous-jacente. Typiquement les algorithmes, eh bien c'est une philosophie derrière évidemment déterministe, ou dans lequel on ne va croire que on va essayer de mettre en œuvre uniquement des choses qui ont été calculées. Là, c'est clairement une philosophie, par exemple, leibnizienne derrière, où on pense qu'on va pouvoir déterminer de manière rationnelle quel va être l'optimum dans lequel il faut aller. Donc, relativement à la question du travail à distance, par exemple, l'entreprise algorithmique, eh bien, ça va être l'entreprise qui va confier à un algorithme le soin de déterminer quels vont être les postes télétravaillables, devant être télétravaillés, quels doivent être les postes qui sont pourvus de manière plus optimale en étant travaillés de manière hybride ou en présentiel. Et donc confier la gestion d'une entreprise, ça arrive déjà dans l'un des plus grands fonds de pension américains, est dirigé déjà par des algorithmes, pas simplement pour des allocations d'investissement, mais également pour recruter, pour savoir qui promouvoir, etc. Toutes les conversations sont enregistrées. C'est effrayant ce que vous dites quand même. Oui. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'entreprise intelligente qui échappe à l'homme. Enfin, l'homme a créé l'algorithme, mais en fait c'est comme une machine qui décide. Et alors le rôle du philosophe là-dedans, ce n'est pas de dire voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'aider le dirigeant à prendre conscience de ce qu'il fait quand il le fait, et donc de pouvoir décider de manière plus responsable. Dans votre dernier livre, il y a un sujet, ça c'est le mathématicien, alors il y a souvent les forces apolliniennes et dionysiaques, c'est-à-dire la création, et c'est ce que vous expliquez finalement, il faut être un grand artiste, c'est celui qui arrive à structurer l'énergie et l'émotion qu'il a en lui, sinon ça n'émerge pas. C'est peut-être vrai aussi pour un patron, non ?
Voilà, il faut avoir ces deux qualités, dionysiaque et apollinienne. Mais voilà, c'est tout le côté humain. On ne sait pas programmer les paradoxes. Donc, il y a quelque chose qui échappera toujours aux algorithmes. C'est ce qui fait de nous vraiment un être humain. On dit les algorithmes sont puissants. Mais évidemment, c'est pour ça qu'ils sont construits. La raison d'être d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'homme. Imaginez quelqu'un qui fait des lunettes pour voir moins bien. On dirait, mais ça va pas, non? Et donc, la raison d'être d'un outil. Et donc, l'algorithme, c'est très très bien. Mais il ne couvre qu'une partie. Et puis, la vraie question, qui a programmé? Qui sont les programmeurs? Imaginez que des ingénieurs, des mathématiciens. Oui, mais imaginez par exemple que les grands algorithmes aujourd'hui aient été programmés par des femmes, ou par des Éthiopiens, ou par des gens de mon âge, eh bien ce serait complètement différent. L'algorithme n'est jamais qu'une déduction à l'infini, bien au-delà de ce qu'on peut faire, d'un cadre que l'homme a décidé. Et là, restera la responsabilité. L'algorithme ne va pas sortir de son propre Donc il y a un déterminisme de l'algorithme, si je peux me permettre. Il y a une philosophie, en fait, dessous, sous-jacente, qu'on le veuille ou non. Le jeu d'échecs, c'est clair, la machine peut faire des milliards de parties, beaucoup plus que l'être humain peut imaginer, mais il ne peut pas, lui, dire, tiens, je vais faire le cheval, je vais le faire aller 2-2 pour voir ce que ça donne. Quoi. Ça, il ne peut pas. Ah non, sauf si le programmeur lui a dit, mais ce ne sera pas lui-même, etc. Il y a toujours une frontière. Il y a quelque chose que l'algorithme ne peut pas dépasser. C'est le cadre dans lequel il a été mis pour déduire à l'infini, comme il l'a très bien dit. Un thème qui est passionnant pour les philosophes, que vous avez eu à faire, vous, dans votre quotidien de philosophe en entreprise, c'est les sophistes. Alors, c'est un des thèmes de votre livre, c'est espèce de novlangue. Alors le sophisme, c'est un mot grec, mais qu'aujourd'hui c'est la novlangue, c'est l'utilisation de formules un peu toutes faites du manager qui veut tout bousculer avec des lieux communs, des tautologies dont vous parlez dans votre livre. Et vous dites en plus, et ça c'était un drame, j'aimerais vous entendre, c'est amplifié par Internet. Pour ou contre Internet, c'est pas le sujet. Vous dites il est là, mais c'est ni bien ou mal, c'est bien et mal. Bien et mal, absolument. Parce que dire ni bon ni mauvais, ça dépend de l'usage que l'on en fait. On peut se dire, voilà, on verra bien. Non, c'est bon et mauvais. En même temps, pour un professeur, pour un papa, pour un médecin... C'est très bon. C'est bon et mal. Mais en même temps. Et donc, les mots qui sont l'arme des sophistes, parce que et ça revient à mon sujet, les mots aujourd'hui dans la technologie doivent être précisés. Quand on dit par exemple une voiture autonome, mais on n'a jamais vu un objet aussi peu autonome qu'une voiture autonome. Elle dépend de capteurs, de logiciels, de machins, etc. De satellites. On devrait dire une voiture automatique. Automatique, ça change tout. Le Bitcoin, quand on dit c'est une crypto-monnaie. Mais non, c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. Et donc, on parle du Bitcoin dans les pages économiques, on devrait parler de Bitcoin dans les pages des jeux vidéo. Des jeux vidéo, de la tech. Exactement. Et c'est sans jugement de valeur. Donc, les mots sont plus importants que jamais. Le cloud. J'étais avec un banquier l'autre jour. Il me dit, nous, on a mis nos informations dans le cloud. Bon, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est? En fait, le cloud, c'est l'ordinateur d'un autre. Dites à votre client, nous, on a mis vos informations dans l'ordinateur d'un autre. Il va vous dire, mais c'est qui l'autre tout de suite? Mais le cloud, c'est une idée génie de marketing. Les gens ne posent pas de questions. Parce que ça cache une espèce de truc flou. Mais non, le cloud, c'est un brouillard. Et en plus, ça consomme une énergie. D'ailleurs, c'est ça le brouillard. Le brouillard, non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des mots qui cachent la réalité, qui pourrait être effrayante si on le disait tel quel. Ah, oui, mais il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. Le Bitcoin consomme une énergie absolument astronomique. Quand Tesla a investi, je crois, 1 milliard ou 1,5 milliard en Bitcoin, mais l'énergie là derrière, c'est complètement fou. Thibaut Brière, je vous soumets cette phrase, vous l'avez peut-être lu de la part de Marc de Luc de Barbrander, mais faudrait-il pas dire qu'on est sous Internet comme on est sous antidépresseurs? Je trouve cette phrase incroyable. C'est Dieu est mort, vive le Prozac, qui était Andy Warhol, qui se rapproche un peu de cette phrase comme ça, un peu incroyable. Vous soutenez cette... Vous êtes philosophe en entreprise, vous avez croisé des sophistes, vous en avez vu beaucoup des sophistes sur l'entreprise. C'est ce qu'on pourrait appeler en langage courant un beau parleur utilisant des tautologies, vous endormant. Oui. C'est un peu ça, le sophiste? Alors, oui, c'est complètement ça, évidemment. Platon dit que c'est un salarié de la discussion. Il le compare à un doreur de pilules. Oui. Et alors, moi, ma fonction dans l'entreprise a été, pour une part, justement, d'être un sophiste. C'est-à-dire que le patron qui m'a... Pris au piège de votre métier, en fait. Pour une part. C'est-à-dire que le patron qui m'a engagé, il veut engager un philosophe, mais en fait, ce qu'il attendait de moi comme travail explicitement en interne, c'était d'exercer un rôle de sophiste, c'est-à-dire de défendre, d'abord de mettre en mots sa philosophie d'entreprise, d'en faire un livre, et ensuite de l'enseigner en interne et à l'extérieur. Donc moi, j'étais payé clairement pour enseigner une philosophie, pour professer une philosophie déterminée, comme un enseignant en philosophie enseignerait Hegel ou Aristote. On lui demande pas de savoir s'il est lui-même hegelien. On lui demande juste d'être un spécialiste de la pensée. Eh bien,
en entreprise, qui est quand même pour une large part le règne des sophistes, hein, les managers, les dirigeants sont des sophistes. Le propre d'un dirigeant... Mais c'est négatif dans votre bouche ou pas? Pas uniquement. En tout cas, ça doit permettre de s'interroger. C'est-à-dire que le propre d'un dirigeant, ce n'est pas de dire la vérité, c'est d'établir la confiance. Or, établir la confiance, le propre des escrocs ou le propre d'un dirigeant de secte, c'est de mettre les gens en confiance. Et ensuite, de les trahir ou de les voler ou d'en abuser. Éventuellement. En tout cas, cette rhétorique de la confiance et cette absence du concept de vérité en entreprise doit nous interroger. Mais la philosophie de votre livre, Luc de Brabander, sur cette idée de tordre le cou aux sophistes, qu'est-ce que vous voulez dire fondamentalement? Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui veulent lire votre livre et à ceux qui sont dans l'entreprise? Quel est le message? Mais il y a toujours eu des fake news, il y a toujours eu Edgar Morin qui va avoir 100 ans, Ouais. un de ces quatre. Il a écrit, je crois, en 60, un livre sur la rumeur d'Orléans. Bien sûr. Qui partait de... Ces femmes enlevées dans des sous-marins dans la Loire. Je connais très bien ce sujet. Donc voilà, les fake news, c'est pas neuf. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut cibler les fake news. Du temps d'Edgar Morin, la rumeur d'Orléans partait partout. On ne savait pas qui la lisait. Tandis qu'aujourd'hui, comme je sais tout, je peux faire une fausse rumeur pour un public donné et voir la rumeur contraire pour un autre public. Exact. Je peux cibler. Et les sophistes, ils ont une arme de persuasion massive. Et c'est ça. Démultiplié par Internet. Ah oui, c'est ça. C'est ça le danger. La qualité, c'est ce qui est passé avec le Brexit. Bon, en gros, c'était pas trop difficile pour les algorithmes de savoir qui était pour, qui était contre. Et donc, celui qui était contre, eh bien, il pouvait prendre ceux qui étaient déjà contre et renforcer leurs croyances, ceux qui étaient pour les déstabiliser, avec des rumeurs différentes. Soyons précis, puisque une nouvelle fois, le patron de Facebook a été entendu Oui, j'ai vu par la Chambre. Et de nouveau, il a été interrogé sur cette question. Il était question de Facebook Oui. et de cette société Twitter. d'achat de vote. Vous y voyez quand même un grand danger pour l'entreprise, mais si je vous entends bien, pour la démocratie. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En fait, Facebook et Amazon n'ont rien fait d'illégal. Ils se sont développés à une vitesse inouïe. C'est 20 ans. Facebook n'a même pas 20 ans. C'est dingue. Enfin, Mark Zuckerberg, qui ressemble à un étudiant encore là, auditionné par le Congrès. Ils se sont développés dans un univers vide. L'Europe a tout laissé faire. Aujourd'hui, en 20 ans, on est devenu captif. J'ai lu l'histoire d'Internet. Ceux qui ont... Berners-Lee et un Belge sont allés voir le cabinet de Delors il y a 30 ou 40 en disant un truc génial. Ouais. Attention, c'était au CERN. Ils n'ont même à peine été reçus. C'est ce qu'il dit dans le livre. Alors Berners-Lee est parti au MIT et la suite, on la connaît. Évidemment. On la connaît. C'est sûr qu'il y a un danger. On ne contrôle plus rien. Il faut absolument qu'on comprenne la logique des algorithmes. Si nous, tous les trois, on fait en même temps clic sur n'importe quelle demande de Google, on ne va pas avoir la même réponse. Parce que Google sait très bien que nous ne sommes pas les mêmes. Et que donc, en fonction de nos profils, on va avoir des réponses. Oui. Excusez-moi, c'est la même question que je vous repose au début de l'émission, parce qu'il nous reste peu de temps et c'est passionnant ce que vous nous dites. Quand vous dites ça, on a l'impression que vous êtes en rupture de finalement ce grand modèle qu'on nous vend comme le bonheur et la solution à tous nos problèmes. Vous êtes en rupture avec cela? En critique. En critique. Pas en rupture, en critique. Il faut retrouver la pensée critique par le doute. Parce que le faux et le vrai, en fait, Facebook, ça ne les intéresse pas de faire du faux et du vrai. Ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent. L'argent, bien sûr. Et on se rend compte que le faux, on a plus envie d'être collé à son écran avec du faux que du vrai. Et donc, ils font du faux. C'est terrible. Ils font du faux, pas pour faire du faux. Pour nourrir. Pour faire de l'argent. Bah oui, c'est du marketing, en fait. Exactement. Et des algorithmes qui ont été construits pour, en fait, garder les gens en attention sur l'écran sont petit à petit devenus des algorithmes qui font du faux. Pas pour le faux, mais pour attraper les gens. Thibaut Brière, pour conclure, parce que c'est très fort ce qu'on entend là. C'est de la critique, c'est pas de la rupture, c'est de la critique. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est vraiment le rôle de la philosophie et du philosophe dans l'entreprise que de réinsuffler de l'esprit critique, de la pensée critique, c'est-à-dire de la réflexivité, de la capacité à se remettre en question, à se reprendre pour se corriger. Ce qui permet de développer justement de l'agilité dans les organisations. Or, le danger dont on parle depuis un certain temps ici, avec les algorithmes, c'est que ça pousse à aller dans une certaine direction, à trouver la rationalité, mais dans un sens. Mais l'algorithme, lui, il n'est pas capable justement de se corriger, de se reprendre, etc. Donc il y a un vrai danger, excusez-moi. Oui. C'est-à-dire, on est désapproprié. Parce que le philosophe veut qu'on s'approprie finalement notre propre conscience, nos pensées. Là, on perd tout ça. Oui, mais on ne le peut en entreprise que parce que d'abord, en entreprise, on a été abéti.
il n'y a pas de pensée critique. Toutes les formations en entreprise sont des formations techniques. C'est vrai. Pour la quasi-totalité, les humanités en tant que telles n'y ont pas leur place. C'est hors les murs, on est d'accord. C'est hors les murs. Sauf avec votre présence quand vous y allez. Et on obtient justement, et avec les mêmes causes, on obtient les mêmes effets. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas, une entreprise ne se donnera pas les moyens de réinsuffler de la pensée critique en interne, que ce soit dans ses formations ou que ce soit par l'institutionnalisation d'une fonction critique dans l'entreprise, on obtiendra les mêmes effets. C'était un plaisir de vous accueillir. Je serais resté encore plus longtemps. J'ai envie de vous dire que si je croise Mark Zuckerberg, imaginons, je lui propose que vous veniez chez lui. Ah oui, moi je voudrais bien parler avec lui, ça c'est sûr. On sent que vous avez ce désir aussi d'ouvrir un débat avec ces jeunes tycoons de la tech. C'est clair, parce qu'ils ont changé le monde et c'est dommage de ne pas être là-dedans, quoi. Ça manque de philosophie finalement, d'un esprit critique. Oui, mais bon, on connaît bien les États-Unis, ils ne fonctionnent pas comme chez nous, hein, c'est sûr. Oui, le pays des Lumières, le pays des philosophes. Bon, à part Benjamin Franklin, je crois que... Oui. Luc de Brabander, Petite philosophie des arguments fallacieux, ça c'est votre dernier livre, et puis il y a ce travail que vous faites sur l'image et dont vous parliez tout à l'heure, qui est passionnant en faisant référence à Magritte. Et puis je précise évidemment, Thibaut Brière, que 10 clés pour le travail à distance, on est en plein dedans, lisez-le, il est coécrit avec Caroline Del Torchio, parce que si je la cite pas, elle me fera la tête, et c'était important de le signaler, elle était venue sur notre plateau. C'était un plaisir de vous accueillir, messieurs. Venez le plus souvent possible, voilà, faire des débats avec nous, avec des chefs d'entreprise, avec des DRH. On peut faire une série, hein, thème par thème. Par thème. D'ailleurs, je précise que ce livre-là rentre dans une collection. C'est une collection évidemment très riche. Et le dernier, c'est Petite philosophie des arguments fallacieux.